Donc, nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous à ce webinaire spécial qui a pour thème la gouvernance des systèmes d'informatique, des systèmes DSI et évaluation de la posture de sécurité avec CSF 2.0 du NIST. Donc, avant de commencer, je vais euh, étaler quelques consignes à respecter. Donc, je demande à tout un chacun de mettre son micro sur mode muet et également de désactiver sa caméra. Donc, à la fin, vous aurez euh, un temps d'interaction, un temps qui sera dédié aux questions et réponses. Et également, ceux qui auront des suggestions ou des ajouts, donc vous aurez le temps à la fin du webinaire de pouvoir vous exprimer. Donc, sur ce, nous allons commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire sera euh, animé tout au long par ma personne. Au nom de Kone Paul, je suis euh, coordinateur et responsable de qualité ici à 1 Et le conférencier principal, c'est lui qui va nous édifier sur le thème. C'est M. Sidibé Tchemoko. Il est le président fondateur de l'entreprise 1 du Canada et également du Mali. Donc, M. Sidibé est spécialisé en CISSP, en ITIL 4MP, en CISA. Il est détenteur également d'un MBA. Il a plus de 17 ans d'expérience dans tout ce qui est TI. Il est également auditeur certifié en TI, plus précisément en CISA et en ISO 27001. L'entreprise Simple 1, communément appelée One Simple One, est spécialisée en services conseils dans le domaine des TI. Elle est présente au Canada depuis 2012 et au Mali depuis fin 2018. Donc, nous offrons des formations, des services et également des produits. Donc, voici quelques-unes de nos formations. Nous offrons tout ce qui est ISO 27001 et 27002, tout ce qui est Ethical Hacker, COVID et ITIL, marketing digital et autres formations. Nous en donnons plus de 1000 formations. Donc, quelques services listés ici dont nous avons à notre actif, dont nous dispensons. Il y a l'audit en informatique, il y a le service conseil en TI, il y a tout ce qui est placement en TI. Nous avons également nos salles d'équipement que nous mettons en location pour ceux qui cherchent des espaces de travail. Voilà. Quelques solutions qu'on a eu à développer et que nous mettons au service de nos clients. Nous avons Monpro, il y a également Point Econo, on a Archico, on a IT SM, BSM et nous offrons des solutions sur mesure. Donc, toute forme de solution qu'un client sollicite. Donc, on est capable de transformer l'idée en pratique, donc en offrant la solution selon les exigences de la personne. Nous avons eu à travailler avec quelques organismes, entreprises, donc qui sont nos clients. Donc, on peut citer entre autres Orange Mali. Slide. On peut citer Orange Mali. Abdelrahman, tu parlais? Euh, je pense qu'il veut dire que ton slide n'est pas en train de suivre. Les diapositives ne sont pas en train de suivre. Tu as oublié de les changer. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. OK. Je suis toujours sur la présentation de l'entreprise. Vous voyez de votre côté, je suis sur cette page. Oui, c'est De bon. votre Oui, côté, c'est pareil? oui, OK, c'est bon, super. parfait. Je suis sur cette page.
Donc, je parlais de nos clients tantôt. Il s'agit de Orange, Orange Mali, bien sûr, Orabank, National Canadian, le gouvernement du Canada, il y a Desjardins et bien d'autres. Donc, nos partenaires sont entre autres euh, AWS, Microsoft, il y a Ahead Technology, il y a PCB, il y a PersonView et il y a également d'autres partenaires. Donc, pour plus d'informations, on a notre site qui est là. Donc, voici les liens des solutions euh, des solutions et services qu'on a eu à développer qui sont là pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a le lien pour notre plateforme de e-learning qu'on appelle One Simple One Training qui est là. Donc, sur cette plateforme, vous trouverez les formations de Microsoft et AWS ainsi que d'autres formations à votre convenance. Il y a également le lien de notre solution mobile et web qu'on appelle Job 151 pour tout ce qui est le classement en TI. Il y a également la solution MonPro qui est là pour ceux qui sont à la recherche des professionnels. Il y a la Proprio qui est là pour ceux qui sont à la recherche ou en vente de terrain ou des appartements. Donc, nous avons l'application de fidélisation qui est notre solution développée également, qu'on a nommée Point Econo, donc pour les systèmes de fidélisation. Et enfin, l'application des notifications web SMS. Donc, nous avons également des solutions en cours de développement, donc qui vous seront présentées dans les jours à venir lors de nos prochains webinaires. Donc, voici les images de quelques-uns de nos partenaires et également quelques références des entreprises et organisations avec qui nous avons eu à travailler et qui nous ont fait vraiment confiance. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Sidibé de prendre le relais pour nous expliquer réellement le thème de ce webinaire spécial. Donc, je demande à tout un chacun de prêter attention, de nommer, d'écrire ces questions pour enfin de pouvoir les poser à la fin du webinaire. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur Sylvie, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Paul. Merci tout le monde. Donc, merci de participer à notre webinaire. Comme on le fait assez régulièrement maintenant, je prends le partage. Comme on le fait assez régulièrement maintenant, on essaie de faire une fois par mois, une fois au un mois et demi. On essaie d'aller une fois par mois lorsque le temps le permet. On essaie de faire des webinaires. Puis notre objectif ici, c'est de faire des échanges, partage des connaissances et pour qu'à la fin, tout le monde puisse en sortir grandi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai tout le temps dit que mon objectif ultime, c'était d'avoir comme des chapitres, que ce soit des chapitres de l'ISACA ou des chapitres de ISC Square, ceux qui font du CGSSP, tout ça, pour qu'on puisse partager les connaissances, tout ça, et puis on puisse s'édifier et grandir mutuellement. Donc, Paul a expliqué mon profil, donc je suis consultant en informatique. Donc, les choses que je vous présente là, ce sont des choses que je fais à la longueur de journée. Donc, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un professeur ni rien, je suis consultant. Donc, là, quand je vous parle, je suis en train de faire une présentation. Dans 45 minutes, je serai en clientèle. Donc, mais c'est quelque chose qui me passionne, donc je prends le temps de le faire et puis de partager avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de gouvernance, évaluation, la posture de sécurité. Je sais que beaucoup d'entre nous au Mali et surtout en Afrique, on connaît beaucoup plus ISO 27001, ISO 27001, Lead Auditor, tout ça. C'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose sur laquelle je suis certifié également. Mais toutefois, pour ceux qui ont fait ISO, ils savent que tout ce qui est ISO, le matériel
est dispendieux. Et également, le matériel, il y a un certain temps d'assimilation, tout ça. NIST, c'est un organisme gouvernemental des États-Unis qui met à la disposition gratuitement du matériel de qualité, un peu l'équivalent de ISO, mais c'est gratuit. Donc, vous pouvez aussi vous approprier. Je peux laisser les liens aussi à la fin. Donc, ça permet, entre autres, il y a des éléments pour évaluer, un peu comme ISO 27001, où ça c'est la norme, mais tout ce qui est exigeant sont au niveau du ISO 27002. NIST permet également de mettre différentes exigences qui sont établies pour le gouvernement américain, mais c'est gratuit, c'est comme l'équivalent de ISO 27002. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment regarder ensemble le Cyber Security Framework, le cadre pour la cybersécurité, donc du NIST. Donc moi, je l'ai utilisé chez d'autres clients pour faire des évaluations de posture de sécurité. Aujourd'hui, c'est juste un échange, parler un peu de la même manière, la même chose. Donc, ceci étant dit, donc, je ne vais pas parcourir. Aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est vous parler de l'introduction. Je vais en faire une partie. L'objectif de la présentation, on va parler de la gouvernance des SI, les rôles que ça prend lorsqu'on fait une posture de sécurité. On va présenter le NIST Cyber Security Framework, la version 2. Il y a une première version qui était sortie. On va parler des exemples d'évaluation de posture de sécurité, un peu dans votre organisation, pour y avoir les postures de sécurité pour savoir où est-ce qu'on est. Donc, pour s'améliorer, pour dire, ben, je vais m'améliorer, il faut savoir où est-ce qu'on est. Il faut savoir se mesurer. Et puis, à partir de là où on est, on peut établir où est-ce qu'on souhaite être dans 1 an, dans 5 ans, tout ça. Et puis, établir un plan d'action. Et puis, s'assurer que le plan d'action soit suivi et exécuté. Donc, pour ceux qui ont fait des audits, il y a tout le principe de DEMING en arrière, plan, do, check, act, planifier et exécuter. Je l'ai le terme en anglais, mais plan, c'est le planifier, do, c'est le faire, check, c'est la vérification, et act, c'est comme vérifier, adresser les écarts. Mais en français, des fois, le mot peut sortir autrement. Donc, les outils qui peuvent être utilisés, on va parler des cas d'usage, implémentation, les recommandations, les prochaines étapes, tout ça. Puis après ça, je peux vous montrer un exemple de posture de sécurité que j'ai eu à faire. Et ça va vous donner une idée, tout ça, de comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Donc, ici, l'objectif en arrière, c'est juste pour que vous ayez une idée. Puis, si on peut vous aider, vous accompagner dans le futur, on le fera volontiers. Puis, si on peut vous donner des formations ou vous encourager à prendre des formations, on pourrait également le faire aussi. Donc, pourquoi il est important de vérifier sa posture de sécurité? On le fait pour plusieurs raisons. Un, j'ai dit, dans le but de s'améliorer, ça c'est quand on est proactif. Des fois également, on ne donne pas le choix, c'est ton partenaire qui va dire, ben, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut que tu aies un niveau de sécurité X. Des fois, c'est les assurances. Des fois, c'est parce que tu as eu des cas de ransomware. Donc, quelqu'un a encrypté tes données et a refusé de donner les clés. Et puis, il a demandé à ce que tu le payes. Et tu as été obligé de le payer. Maintenant, ben, tu ne veux pas que ça t'arrive à nouveau. Tu veux t'assurer que tu adresses tous les points par rapport à la protection de tes actifs informationnels, de tes actifs de ton entreprise. Donc, ça peut être exigence réglementaire, comme j'ai expliqué tantôt. Ça peut être aussi une approche structurée qu'on veut faire dans le but de s'améliorer, tout ça. Donc, ça peut être une combinaison de tous ces éléments-là. Et aussi, comme DSI, ça vous permet également de vous positionner et puis de pouvoir donner à vos responsables, ben, j'ai une longueur d'avance, je sais où je m'en vais et je suis aligné sur les meilleures pratiques, tout ça. C'est bon? Donc, après ça, C'est bon. donc l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de comprendre les principes de gouvernance des SI, de
découvrir le cadre, NIST, Cyber Security Framework, c'est quoi? Savoir évaluer sa posture de sécurité également. Donc, quand on parle de gouvernance des TI, on parle de la gouvernance TI consiste à fournir un cadre de décision pour aligner la sécurité sur les objectifs métiers tout en entraînant les risques, tout ça, en maîtrisant les risques. Donc, quand on fait cela, on s'assure également que quand on fait la gouvernance TI, gouverner en général, on veut se projeter où est-ce qu'on veut aller et on s'assure de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y rendre. Donc, pourquoi c'est si critique? Ben, il y a différentes raisons à cause de l'alignement stratégique. S'assurer que la sécurité n'est pas là pour freiner l'innovation. Pour ceux qui travaillent en sécurité, ils peuvent attester que souvent, quand tu vas dire aux utilisateurs d'adopter les mesures de sécurité, ce n'est pas toujours très bien vu. Parce que les gens pensent que les gens de sécurité veulent la bloquer. Des fois, les gens pensent que la sécurité va faire en sorte que ça n'aille pas assez vite. Je travaille comme récemment sur un projet, c'est juste un exemple. Je travaille sur un projet où on doit travailler avec des institutions bancaires et puis les gens ont des cartes de crédit et puis ils doivent faire des achats, tout ça. Pour les gens qui sont au niveau fonctionnel, eux, ils veulent juste s'assurer que les gens disposent d'une carte de crédit, ils peuvent faire les achats en ligne et puis et c'est tout. Mais du point de vue de la sécurité, on va demander à savoir, quand les gens font les achats de cartes de crédit, est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'ils sont authentifiés? Est-ce que toutes les actions qu'ils font également est rétraçable? Est-ce qu'il y a une imputabilité? Est-ce que vous êtes capable de me montrer tout ceci? Est-ce que toutes les activités qu'ils font est logué? Il y a une journalisation, tout ça. Donc, pour les gens qui sont au niveau fonctionnel, ils voient ça comme on est en train de les freiner. Donc, pour ça, ici, quand on parle de s'assurer que la sécurité ne doit pas être un frein à l'innovation, mais la sécuriser, c'est pour cela. Parce que lorsqu'il y a des fraudes après, si tu n'as aucune imputabilité, bonne chance pour trouver le coupable. On parle également de la conformité, éviter des sanctions. Donc, pour ceux qui évoluent dans les entreprises en Europe, il y a le GDPR en anglais. En français, c'est RGPD. Je prends le terme en français, je ne l'étais pas toujours au premier coup. Donc, il peut aller jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires comme pénalité si tu ne les respectes pas. On parle également de tout ce qui est gestion proactive des risques, anticiper plutôt que subir. Donc, quand on fait des évaluations de posture de sécurité, il peut y avoir plusieurs parties prenantes qui sont identifiées. En général, vous allez avoir des rôles de RSI, les gens de protection des données, vous pouvez avoir le comité de direction. Un que j'ai fait assez récemment, c'était évaluation de posture de sécurité. Un client voulait savoir où est-ce qu'il se situe sur un niveau de sécurité de 1 à 5 sur l'échelle CMMI. Donc, pour ça, il y a eu une rencontre avec la direction pour identifier c'est qui les parties prenantes qui vont participer à l'audit, c'est qui c'est quoi la portée de l'audit. Donc, en fonction de la portée de l'audit, on a identifié quelles sont les différentes parties qui peuvent être impliquées, quels sont les différents intervenants à rencontrer. Puis, on a fait un planning pour rencontrer ces différents intervenants, tout ça. Puis, par secteur, on les a posé des questions bien spécifiques. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Si on le fait, avez-vous des preuves pour dire qu'on le fait? Tout ça. Donc, quand on parle du cadre Cyber Security Framework, CSF, cadre de gestion sécurité, la cybersécurité en français, il a 6 fonctions. Il y a une fonction qui s'agit d'identifier, il y a une fonction qui parle de protéger, une fonction qui parle de détecter, de répondre, de récupérer. Donc, ici, toute cette fonction-là, ici, quand je parlais tantôt du ransomware, ça va adresser ces points-là. Vous avez une fonction qui parle de gouverner, tout ce qui est gouvernance autour des SI. Donc, par rapport au Cyber Security Framework 1, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, comme la fonction de gouvernance.
Il y a également une approche plus flexible autour des PME que des grandes entreprises. Donc, ce qui est important ici, le cadre ici peut être utilisé aussi bien pour les petites entreprises que pour les grosses entreprises. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Il y a une meilleure intégration également avec les normes ISO 27001, les SysControl, les SOC 2, tout ça. Il y a également des tableaux par rapport à cela où on est capable de faire du mapping des différents contrôles. Donc, dans l'architecture de CSF2, vous avez 3 blocs. Vous avez un bloc de noyau CSF. On parle d'une taxonomie des résultats, tout ça. On parle du profil organisationnel également. Et on parle également des niveaux de CFF qu'on est capable d'atteindre. Donc, dans les différentes fonctions qu'on doit regarder, bon, on a une fonction, tantôt j'ai expliqué, on a une fonction de gouvernance, on a une fonction de identifier. Gouvernance, ça permet de tout ce qui est la stratégie de l'organisation, les politiques, les supervisions, tout ça. On va regarder est-ce qu'il y a une politique autour de l'organisation, on va regarder est-ce que l'organisation a une vision stratégique de la sécurité, tout ça. Comment est-ce que l'organisation s'assure que la sécurité elle est suivie, maintenue, tout ça. Donc, on a également toute la partie de identification des actifs. Pour pouvoir sécuriser quoi que ce soit, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Donc, on parle d'identifier les actifs, identifier les risques qui peuvent être par rapport à ces actifs-là. Ces risques, ça peut être le vol, ça peut être la compromission, ça peut être les vulnérabilités que les systèmes ont en eux de façon intrinsèque. Ça peut être également, bon, les vulnérabilités côté humain également. On parle des mesures de protection. Une fois que vous avez identifié vos actifs, il faut les protéger. C'est quoi les mesures de protection que vous voulez mettre en place? Que ce soit des mesures de protection au niveau de la sécurité logique, on parle de gestion de l'identité des accès, de Identity and Access Management, on parle de chiffrement des données au repos et autres, ainsi de suite. Donc, on parle également de la détection. Quand on parle de détection, on va parler de tout ce qui est surveillance, on va parler de CM, EDR, de détecter les comportements qui sont suspects. Maintenant, la plupart des CM intègrent des outils des fonctionnalités de l'intelligence artificielle où on est capable de regarder les comportements suspects et de pouvoir signaler toute anomalie. Exemple, si je me connecte très souvent à partir du Canada, le lendemain, je me connecte à partir du Mali, on va dire, sur un intervalle de 2-3 heures, on va dire, c'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec les droits d'admin ou autre, quelque part. Donc, on va également parler des mesures de réponse, que ce soit au niveau de la gestion des incidents, on parle ici d'incidents de sécurité, et puis tout ce qui est recover, genre reprise, où on parle ici de tout ce qui est plan de continuité, plan de reprise, tout ça. Donc, dans les différents éléments qui sont identifiés, gouvernés, la façon que ça fonctionne, vous avez ici ces différentes fonctions. Ces différentes fonctions ont différentes catégories. Et ces différentes catégories-là, on a des différents points qui sont rattachés à chaque catégorie. Donc, quand je fais l'évaluation de la gouvernance pour une organisation, je vais regarder c'est quoi les catégories applicables. Je vais regarder c'est quoi les éléments en dessous que je dois poser à la personne. Donc, c'est comme les différents attributs. Si je vais te dire, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu es en santé? La personne va me répondre, oui, je suis en santé. Mais après, je peux lui demander sur quoi tu te bases pour dire que tu es en santé. Personne va dire, je suis en santé basé sur ces critères-là, qui sont comme des critères reconnus par les médecins. Je fais juste un parallèle. C'est comme des critères reconnus par les médecins. Donc, ça peut être, un médecin va te dire, pour être en santé, il faut avoir un bon ratio taille par rapport à ton poids, il faut bouger X nombre d'heures par jour, il faut manger X nombre de fois par jour, exemple. Et on dit cela, si je check tous ces points-là, si je coche tous ces points, je peux dire avec certitude que je suis en santé ou je ne suis pas en santé. Donc, ici, quand on fait l'évaluation de la posture de sécurité, c'est la même chose. Pour dire qu'une gouvernance est bien faite,
faut voir d'abord c'est quoi les différents éléments qui sont sous la gouvernance. Il faut voir après quels sont les éléments qu'on doit vérifier à chaque niveau pour dire est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, ainsi de suite. Jusqu'à date, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est Yes. bon. Ok, Oui, c'est bon. très bien. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire. Me fera un plaisir de reprendre les points avec vous. OK, c'est noté. C'est bon? Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais faire comme ceci. Après ça, je vais vous montrer un exemple où on va aller de l'avant. Donc, c'est... On continue. Oui, c'est beau. Donc, ici, ça c'est un exemple ici pour vous montrer. Donc, quand je viens ici, je parlais de fonctions, je parle de catégories, je parle également de sous-catégories. Donc, ici, ce que vous voyez, quand on parle exemple de gouvernance, on va regarder c'est quoi le contexte organisationnel dans les différents éléments sous-catégories qu'on va regarder. Ça, c'est ces éléments qui sont là. Donc, quand je viens ici, on le voit également ici. Donc, au niveau de contexte organisationnel, il y a un ensemble de questions qu'on va poser. Au niveau de la stratégie et la gestion des risques, il y a un ensemble de rôles qu'on va poser. Au niveau des rôles, on va poser est-ce qu'on a les différents rôles nécessaires pour faire une gouvernance RSI en vue de connaître notre posture de sécurité, au niveau de la politique, au niveau de la surveillance, au niveau de la gestion des risques. Donc, est-ce qu'on vient dans la fonction de identifier, on va identifier quels sont les actifs côté bureautique et infrastructure, tous les restes applicatifs, tout ça. On va dire, est-ce qu'on a une évaluation des risques qu'on effectue? C'est quoi les éléments par rapport à l'amélioration? Au niveau de la protection, on va voir, OK, au cas où on a des incidents sur nos actifs, est-ce qu'on a un processus de gestion des incidents en place? Comment on gère tout ce qui est authentification, identification, gestion des identités et des accès? On regarde tout ce qui est sensibilisation que l'organisation fait autour par année pour dire est-ce qu'il s'améliore ou pas. Donc, chaque organisation en général doit fournir du matériel de formation pour son personnel, pour les sensibiliser par rapport à ce qu'est la protection. On va parler également de tout le volet de sécurité des données, donc qui est très, très important. On va également parler de tout ce qui est sécurisation des plateformes qu'on a. On va parler de la résilience, de la technologie. Si quelque chose arrive, est-ce qu'on est capable de se relever? Donc, on parle également de tout ce qui est détection, des contrôles qu'on met en place, que ce soit des outils qui permettent de voir tout ce qui est les flux entrants, les flux sortants dans l'organisation. Donc, on parle également de tout ce qui est outils d'analyse, tout ça. Donc, récemment, à notre niveau, on testait un outil qui permet de voir, exemple, tous les emails qui sont envoyés, tous les emails qui sont sortis. On est capable également, si quelqu'un dit, exemple, numéro de carte de crédit, tu l'envoies, on est capable de le trapper, de le savoir que tu as envoyé un numéro de carte de crédit. Monsieur Sylvie, avant de continuer, Oui. je rappelle aux participants de mettre vos micros sur mode muet, donc pour permettre à Monsieur Sylvie de pouvoir continuer la présentation sans bruit. Donc, Abdul Karim, si vous pouvez désactiver votre micro. OK. Il y a Kamara Baba également. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Monsieur Sylvie. Bon. Donc, après ça, on va parler de tout ce qui est la partie de répondre. On parle ici de gestion des incidents, analyse des risques, les rapports de communication. On parle également de l'atténuation des incidents, tout ça, à un niveau acceptable. Et puis quand on parle de récupérer, on parle de tout ce qui est plan de récupération, communication après sinistre, tout ça. Donc, si vous voyez comme ça paraît clean, ça paraît propre, mais en détail, je pourrais vous montrer un peu de quoi ça pourrait avoir l'air. Ça ici, ça c'est un exemple de gouvernance. Fonction de gouvernance, les points qu'on évalue, tout ça. Donc ici, je vais prendre un exemple comme si je faisais de l'audit de quoi ça pourrait avoir l'air. Une minute encore. Et Oui. Monsieur Kamara Baba, est-ce que vous pouvez désactiver votre caméra, s'il vous plaît? Voilà. Kamara Baba, s'il vous plaît, essayez de désactiver la caméra.
Monsieur Sylvie, vous pouvez continuer. Oh. Donc, okay. Merci. Ici, continue. Donc, ici, c'est un exemple où on parle de la fonction de gouvernance, de quoi ça pourrait avoir l'air, tout ça. Et je vais vous montrer un peu un exemple, sans aller trop en détail, de quoi ça peut avoir l'air dans les faits. Donc, on fait, ça ici, c'est un exemple que je fais. Dans cet exemple-là, on a, je prends ici gouvernance également. Je suis en train de faire une posture de sécurité. Donc, vous allez voir tous les éléments qu'on a dit dans les différentes parties. On est capable de... Est-ce qu'on peut faire sortir la personne de la rencontre, s'il vous plaît? Abdraman, peux-tu le faire sortir de la rencontre? Plus simple. Merci. Donc, ici, c'est un exemple au niveau quand on évalue exemple au côté gouvernance, les éléments qu'on regarde. Donc, tantôt, je vous ai parlé de les différents éléments quand on dit exemple, si quelqu'un est en santé, le médecin va te dire fais ceci, fais cela. Et puis, donc, dans notre cas, je fais juste un parallèle. Dans notre cas, on parle ici, quand on parle d'évaluer la gouvernance, on va regarder structure organisationnelle, culture, on va regarder la conformité de la sécurité, on va regarder la gestion des risques, on va regarder la revue de la sécurité au niveau de la direction, tout ça. Donc, pour chacun de ces points-là, on pose des questions suivantes. Est-ce qu'on le fait, oui ou non? Donc, on va voir ici, dans les meilleures pratiques, on va voir est-ce qu'on a en place un comité d'accès à l'information? Est-ce qu'il y a un comité de protection des renseignements personnels? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité? Est-ce qu'on a une structure en place? Donc, tous ces éléments-là, on doit répondre oui ou non, oui ou non, oui ou non, ou si c'est non applicable. Une fois qu'on a fait ça, quand on dit qu'on le fait, on doit dire est-ce qu'on le fait de façon partielle? Ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Est-ce qu'on le fait de façon partielle? Est-ce qu'on le fait de façon largement non réalisée, c'est entre 0 à 15%. Tu peux dire que je fais une activité, mais pas tout le temps systématiquement. Donc, je peux dire je le fais 0 à 15%, presque je ne le fais pas. Partiellement réalisé, c'est de 15 à 50%. Et après, je peux te dire, je le fais de 50 à 85%. Puis après ça, je le fais de 85 à 100%. Donc, pour dire qu'on fait quelque chose comme il faut que ce soit à 100%, 85 à 100% en tout le temps. Donc, si on regarde côté gouvernance ici, on va regarder, OK, est-ce que tous ces éléments-là, est-ce qu'on le fait ou pas? Ça, c'est la grille d'audit qui va te permettre de le faire. Au niveau de la culture, est-ce qu'on fait la sensibilisation du personnel? Ce sont les questions standardisées, ce n'est pas des questions qui sont sorties de la tête d'un consultant, mais c'est les questions qui viennent du NIST, tout ça. Donc, est-ce qu'on fait on réalise des formations au niveau de la conformité à la sécurité, on pose un ensemble de questions, tout ça. Donc, c'est ainsi de suite qu'on fonctionne. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Oui, c'est bien clair. OK. Donc, ici, ça, c'est un autre exemple par rapport à la protection, où on parle ici de tout ce qui est gestion des identités et des accès. Les éléments qu'on va vérifier, c'est au niveau de la gestion des identités et des accès des utilisateurs. On va regarder les identités, est-ce qu'elles sont vérifiées? Tout ça, les utilisateurs, les comptes de service, est-ce que c'est authentifié? Est-ce que les autorisations d'accès, les droits d'accès sont définis? Est-ce que la sécurité physique des actifs est gérée, ainsi de suite. Dans l'approche, ce qu'on doit faire, on doit essentiellement établir c'est quoi notre profil cible, où est-ce qu'on veut s'en aller. J'ai tout le temps dit que pour s'améliorer, il faut dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut s'en aller. Analyser l'existant, ça c'est un peu comme ce que je vous ai montré tantôt. Ça c'était juste du côté de la gouvernance, mais je pourrais le montrer également du côté de la reprise, tout ça. Donc, un exemple du côté de la reprise qu'on peut avoir des éléments suivants. Exemple, on va regarder au niveau de la gestion des incidents de sécurité, on va vérifier est-ce qu'on a un processus documenté de gestion des incidents. Est-ce qu'on a mis en place une procédure
mettre en place des procédures spécifiques selon le type des incidents, que ce soit les ransomware, les hameçonnages, les maliciels, ainsi de suite. On définit est-ce qu'on a définir les actifs qui sont sur le réseau, hors réseau, les stratégies de sauvegarde, les stratégies de reprise, les tests qu'on effectue, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments standardisés qui peuvent être à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour améliorer la posture de sécurité dans votre organisation. Donc, ici, on a parlé d'établir la cible, on a parlé d'analyser l'existant, on a parlé d'identifier c'est quoi les écarts. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que, on n'a pas de procédure au cas où on a des ransomware, on a des attaques de ransomware. On n'a pas de procédure au cas où on n'a pas de politique sur la gestion, politique de sécurité tout court. On n'a pas de façon de faire pour spécifique lorsque on fait du onboarding, l'arrivée d'un nouveau employé, ou exemple, si un employé quitte l'organisation, on n'a pas de façon spécifique pour ça. Donc, vous allez établir c'est quoi les écarts, et puis ces écarts-là, vous allez les adresser comme point d'action à faire pour le prochain trimestre, prochaine année, ainsi de suite. Et donc, c'est à partir de là que vous allez définir un peu votre plan d'action, votre roadmap d'amélioration. C'est clair? Oui. Donc, les outils que vous pouvez utiliser, bon, nous, on a beaucoup utilisé ici le NIST, le Cyber Security Framework. Il y a une partie qui est traduite en français. Je pense que vous pouvez l'utiliser. Il y a également d'autres outils comme le Center of Internet Security, le benchmark qui peuvent être utilisés. Il y a également d'autres outils que vous pouvez utiliser également. Donc, dans les cas d'usage, ça, je peux vous en épargner. Ici, c'était juste un cas où c'est pour une banque. Après avoir effectué l'évaluation de la posture de sécurité, ils peuvent dire, nous, au niveau de notre la gouvernance, on va créer un comité cyber. Ils sont arrivés à cette conclusion. Au niveau de la protection, on va mettre en place une solution de Zero Trust. Au niveau de la détection-réponse, on va faire un déploiement d'un SOC, tout ça. Donc, mais tout ça, c'est à la suite de l'évaluation de la posture de sécurité que tu arrives à ce niveau-là. Puis, les résultats qui ont été atteints, c'est une diminution de la détection, une diminution des incidents, une diminution de la violation des données, tout ça. Donc, dans la recommandation, on recommande, lorsque vous faites une évaluation de posture de sécurité, en utilisant le NIST, Cyber Security Framework, d'impliquer la gouvernance. Dans le cas que moi j'ai eu à faire, on a parlé avec la directrice principale. Elle a défini un peu c'était quoi les éléments qu'on devait avoir, quelles sont les différentes parties prenantes qu'on devait rencontrer. Et puis, avec ça, elle a aussi effectué une rencontre de démarrage pour dire, Timoko va venir, il va vous faire une évaluation de maturité de sécurité, puis il va vous poser des différentes questions. Donc, ça a mis les gens à l'aise. Puis, on a dit aux gens, l'objectif, ce n'est pas de dire que je suis très bien. L'objectif, c'est de dire aux gens où est-ce qu'on est ou comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, ce n'est pas comme une course pour dire c'est celui qui est le premier ou celui qui est dernier, mais c'est vraiment de dire où est-ce qu'on est, comment on peut s'améliorer dans ce sens-là. Donc, dans les formations qu'on les commande, dans ceci, il y a les formations de NIST Cyber Security Implementer. Tu as aussi également des formations qui focus sur la gouvernance, comme CISIM de l'ISACA, mais il y a également d'autres formations également. Mais tout le matériel en lien avec le NIST est gratuit. Vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez suivre des vidéos là-dessus, tout ça. À la fin, je pense qu'on a mis les liens pour vous. Vous êtes capable d'aller les explorer également, tout ça. Donc, la gouvernance des SI, on dit c'est indissociable de la cybersécurité. Le NIST Cyber Security Framework, c'est un cadre pragmatique et évolutif. L'évaluation permet de maintenir une posture robuste au niveau de l'organisation. C'est bon? Donc, ici, c'est juste les prochaines étapes. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller dans ce sens-là. Le matériel, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent le marquer dans
dans Teams et puis on pourra vous l'envoyer également. Donc ici, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. À la fin du document, il y a des différents liens qui sont là que vous pouvez utiliser et puis vous pouvez aller regarder ces différents documents-là aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair? Ceux qui ont des questions ou des suggestions ou des ajouts, cliquez sur l'icône Raise the Hand, l'icône qui représente la main, et on va vous donner la parole pour poser ou vous exprimer. OK, Monsieur Abdul Karim Sidibé, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Tchemoko, ça va? Comment vas-tu? Oui. Je vais très bien, quand même. Moi, en fait, oui, ça va. En fait, moi, je voudrais juste comprendre, en fait, le NIS CSF là, par rapport à l'ISO 27000, en fait. Ça vient en complément ou bien on peut juste se baser sur le NIS CFF et puis, voilà, j'aimerais comprendre un peu les complémentarités, voilà. OK. NIST est très... les Américains, quand ils font leurs éléments, ils aiment dire qu'ils sont pionniers dedans. Donc, au lieu d'adopter le framework, d'utiliser ISO 27001, ils ont développé l'équivalent de ISO 27001. Et eux, ils l'ont fait pour les organisations du gouvernement. NIST, c'est une entité gouvernementale. Et puis, toutes les organisations américaines doivent suivre les orientations du NIST. Donc, est-ce que NIST, c'est la même chose, c'est comme l'équivalent de ISO 27001. Sauf que ISO 27001 est beaucoup plus présent en Europe et Nord-Amérique, ils utilisent plus les cadres du NIST. Donc, c'est la même chose, ils parlent des mêmes éléments. C'est sûr qu'ils ne vont pas appeler les éléments de la même manière, mais ils couvrent les mêmes éléments. Mais l'avantage du NIST, c'est que tu peux avoir de très bonnes informations sans payer. Parce que tous les éléments du NIST sont gratuits et vous êtes capable d'aller à... Je vais chercher un exemple ici. Là. Vous êtes capable d'aller avoir tout le matériel gratuitement. Pour ceux qui ont pris des formations ISO ou ceux qui veulent prendre des formations ISO, je pense qu'ils peuvent pas dire que tout le matériel de ISO est gratuit parce que ISO, tu vas avoir à payer pour ISO 27001, l'équipement, pour le matériel. Tu vas également avoir à payer pour, si tu veux, ISO 27002, toutes les exigences, tu vas avoir à payer. Alors que pour NIST, tout est gratuit. Et puis, oui, il y a certains documents qui sont en anglais, mais le NIST Cyber Security Framework, il est en français, et puis vous êtes capable de le télécharger gratuitement. Donc, c'est la même chose que ISO 27001, mais sauf qu'il est gratuit. C'est ça son avantage. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Merci. Avec plaisir. Donc ici, ça c'est le NIST. Ici, je pense qu'au niveau des... ce qu'on vient de parler est là, mais toutefois, si vous regardez dans les différents éléments en français tout seul, vous êtes capable de trouver le matériel nécessaire. Donc, en français. Donc, si vous faites ici le NIST Cyber Security Framework, vous êtes capable de trouver un ensemble de liens ici, qui sont en français, qui vont vous parler de NIST Cyber Security Framework, tout ça. Puis, c'est la même chose que ISO 27001. Mais l'avantage, c'est que tu as l'information, tu as un ensemble de supports à moindre coût. Et le résultat, tu vas l'atteindre de la même manière. Parce qu'ils vont te dire, assure-toi, si tu fais la gestion des identités des accès, ils vont te dire, bon, voici les exigences au niveau des GIA, assure-toi que tes comptes admin sont bien administrés, assure-toi que tu as activé tes MFA, assure-toi que tes logs sont envoyés
dans un log dont l'admin n'a pas accès, des choses comme ça. Donc, voilà. Ici, le lien, je ne sais pas si ça va donner directement comme ça, là. Je peux vous le donner ici. Mais si c'est une découverte pour vous, le NIST, je vous encourage à l'explorer. Ça peut beaucoup vous aider, puis ça peut aider également votre organisation. Puis, je pense qu'il y a des tableaux. Je vais voir ici la liste des participants qui sont là. Il y a un tableau de correspondance. Je pense qu'on va vous envoyer après un tableau de correspondance entre le NIST et ISO 27001. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois personne n'a levé sa main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question ou faire une suggestion ou faire des ajouts? C'est le moment avant de mettre fin à ce webinaire. OK, il y a Abdul Karim encore. Bon, on va laisser la place à Moïse, comme Abdul Karim avait déjà posé sa question. Donc, Moïse Diarra, vous pouvez poser votre question. Merci. OK. Bonjour tout le monde. Merci Thiemogo pour la présentation. C'était très enrichissant. OK. Moi, je voulais juste savoir, le côté ethical hacking intervient principalement dans quelle partie, dans quelle fonction du NIST CF2.0? OK. Le côté ethical hacking va venir, va venir à différents endroits. Donc, ethical hacking, on parle de trouver les vulnérabilités des systèmes, tout ça. Donc, ça va venir beaucoup dans la partie de identification, évaluation des risques, tout ça. Donc, ça peut venir dans ce niveau-là. Pour identifier c'est quoi les risques liés à vos actifs. C'est bon? Ici, à ce niveau-là. Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup pour la présentation. Avec plaisir. OK. Merci. Monsieur Abdul Karim Sidibé, vous pouvez maintenant poser votre question. Merci, Paul. Et une dernière question là. En fait, pour l'ISO 27000, on a des certifications en fait au niveau de la société, de l'entreprise et au niveau individuel aussi. Oui. Est-ce que c'est le même cas pour le NIST CSF? NIST pour les organisations, parce que le gouvernement américain, ils l'ont fait pour toutes les entités gouvernementales des États-Unis. Et puis, toutes les entités gouvernementales sont obligées de s'aligner là-dessus. Donc, il n'y a pas de, comment je peux te dire ça? Il n'y a pas de certification proprement dite que l'organisation doit faire. Par contre, les gens qui veulent faire qui veulent évaluer les postures de sécurité des organisations doivent bien comprendre le NIST et puis ils doivent bien pouvoir présenter aux organisations. Donc, c'est pour ça que ici, lors de nos éléments qui sont là, exemple, moi, si je dois expliquer aux entreprises tout ça, je dois, si je veux, c'est pas obligatoire, je dois prendre cette formation-là, le NIST Cyber Security Implementer. C'est comme l'équivalent de ISO 27001 Lead Implementer. Si tu veux implémenter ISO 27001 dans les organisations, on te recommande d'avoir le Lead Implementer. Et puis, pour ceux qui vont faire les évaluations, on les recommande d'avoir le Lead Auditor. Donc, est-ce que l'organisation a besoin directement de se certifier elle-même? Non, mais par défaut, toutes les organisations doivent s'aligner et adopter cela. Donc, ici, j'ai trouvé un document, mais ça, par contre, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde en informatique a une certaine base en anglais. Donc, ça donne un peu un comparatif entre le NIST ISO 27001. Tantôt, tu m'as posé la question, est-ce que l'organisation a besoin de se certifier? La réponse était non. Mais par contre, ici, si tu vois ici les fonctions qu'on a dit, qui étaient gouvernées, identifiées, protégées, tout ça, ici, tu vas les trouver dans toutes les clauses qui sont au niveau de ISO 27001, la version 2022, ici, où il y a les 93 contrôles comparés à ISO 27001
de 2013 où il y avait 114, tout ça. Donc, ici, ça te dit un peu qui peut le faire, tout ça. Mais je vais essayer de voir si je peux trouver l'équivalent de ce document-là en français. Donc, je pourrais partager avec les participants pour le bénéfice de tous. C'est bon? Ok, donc, Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a déjà épuisé le temps qui était réparti pour cette rencontre. Donc, nous remercions tout un chacun de vous. Oui, Paul, Oui, quelqu'un a demandé à parler à Guy. ok, on va prendre la dernière personne avant de mettre fin à cette séance de webinaire. Monsieur Napo, Ok, bonjour. répondez à votre question. Bonjour. Bonjour, Monsieur Napo. Oui, bonjour, Monsieur Napo. Oui, bonjour. Bonjour, Tiamoko, pour cette brillante présentation. Déjà, j'ai suivi l'intervention de Tiamoko avec intérêt. Mais est-ce que c'est possible d'avoir le support du cours après la formation? Si c'est possible, quoi. Oui. On va pouvoir le rendre disponible en PDF, bien sûr. On va également, les webinaires qu'on fait sont enregistrés et on est capable d'aller les visionner aussi plus tard, si vous voulez. Donc, tous nos webinaires sont enregistrés. Ok, bien. Merci. Donc, merci, avec plaisir. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu être là, ils peuvent toujours regarder après. On a une plateforme pour ça. Donc, on va vous les rendre disponibles et puis vous pouvez les regarder. OK. C'est bon? Merci. Donc, Je Paul, pense tu peux que conclure. c'est bon. Donc, comme je le disais tantôt, donc nous disons merci aux participants pour votre intérêt, pour le temps consacré. Merci également à M. Sidibé pour ce thème et pour les détails fournis. Je pense que chacun a pu comprendre quelque chose. Et sur ce, nous disons à la prochaine. Donc, chaque mois, pour un rappel, nous animons un webinaire, on choisit un thème qu'on présente et n'hésitez pas à proposer des thèmes que vous souhaitez qu'on anime. On les fera avec plaisir. Donc, merci à vous tous et à la prochaine. Merci. Bonne journée tout le monde.